Bonjour. Je voudrais poser quelques questions sur la situation en Birmanie. D'abord, je voudrais savoir quelle part de la population birmane les Rohingyas représentent. Ensuite, combien de temps il leur reste avant d'être complètement exterminés. Ensuite, par qui l'aide dont monsieur, peu importe, Solandia, cette aide humanitaire qui est redirigée par qui elle est redirigée par le gouvernement. Et ensuite, concrètement, comment est-ce qu'on peut, de là où on est, aider ces Rohingyas? Voilà. Sur la question par comment on compte acheminer cette aide, donc en fait, effectivement, la seule aide efficace aujourd'hui en Birmanie ou au Bangladesh, c'est l'aide de main à main, puisque les ONG sont obligées de partager les fonds avec le gouvernement, qui prélève donc environ 85%, pardon, puisqu'il y a environ 15% des dons effectifs. Je ne sais pas si vous avez vu, l'Arabie Saoudite a donné 50 millions de dollars, l'Iran aussi a envoyé une aide, la Turquie. Mais l'aide efficace aujourd'hui, c'est de main en main. Donc l'idée, c'est qu'on s'y rende. On a pris contact avec des personnes, notamment dans la capitale de l'État d'Arakan, qui est Situé. Et donc, pour le moment, on vise les réfugiés au Bangladesh, puisque là, on a la possibilité d'agir directement, et Situé. Le reste de l'Arakan, malheureusement, ce n'est pas du tout possible d'y avoir accès. Voilà. En fait, j'aimerais savoir qu'est-ce qu'on pourrait faire actuellement pour aider la Birmanie. Par rapport à la question combien ils sont en Birmanie, alors dans l'état d'Arakan, dans la ville de Situé, il y a 120 000 réfugiés Rohingyas et Kaman parqués dans les camps de réfugiés, dans les ghettos et dans l'ancien village. Là, je parle de la ville de Situé. Il faut savoir que par rapport aux ONG, elles le disent clairement, c'est-à-dire que toutes les aides, enfin les dons qu'ils reçoivent, ils sont divisés en deux. Donc ils ont créé un camp bouddhiste et des camps musulmans pour dire que voilà, les bouddhistes aussi sont opprimés. Et donc quand les ONG elles interviennent, pour montrer qu'elles ne prennent pas parti, elles sont obligées de diviser tous les dons. Donc toi tu fais un don de 100 €, tu penses donner 100 € aux Rohingyas, mais il y aura 50 € au camp bouddhiste et au camp musulman. Et 50 € au camp musulman. Ensuite, comment on peut aider? Donc aujourd'hui je témoigne, j'essaye de faire connaître la cause au maximum. Moi je vous invite aux personnes qui peuvent s'y rendre d'y aller, parce que le fait de se rendre, eh ben, ça crée une pression et être témoin de la réalité des choses. Venir avec des micros, tendre les micros aux bouddhistes, écouter ce qu'ils disent, tendre les micros aux musulmans, écouter ce qu'ils disent, et ensuite, pareil à vous, de faire diffuser l'information, de témoigner autour de vous, parce qu'aujourd'hui je témoigne, mais je ne veux pas que demain ça tombe dans l'oubli, hop c'est bon, il n'y a plus rien à faire. En fait, si vous voulez, c'est au quotidien, c'est parler autour de vous. Moi, comme je vous disais, moi j'aimerais, le combat le plus important, c'est qu'ils arrivent à avoir leur pièce d'identité. Et donc ça va prendre du temps et il y aura des actions humanitaires qui seront mises en place par le collectif. Donc voilà, il faut que ça fasse une pression déjà en France, dans notre pays, il faut leur montrer qu'on est contre ce qui se passe aujourd'hui en Birmanie. Okay, all people in Burma, we have 3% the Rohingya. In our state, full of in our state is 5%. And we have the majority to Rohingya two townships, Butidong and Mongdok. We have Rohingya 95%, more than 95%. Donc le frère explique qu'il y a un petit peu moins de 3% de la population de Birmanie donc qui est composée de Rohingyas. Et concernant l'état d'Arakan, environ 5%, pour la plupart concentrés dans des ghettos, parmi lesquels Mangdao et Butidong, qui sont eux composés à 95% de Rohingyas. Donc bonjour,
Donc ce serait une question donc, à M. Ramadan, juste pour savoir. Donc voilà, moi je suis pas mal impliqué en politique. Et je me pose justement la question de savoir comment on peut justifier cette incohérence entre les Nations Unies, qui s'accordent sûrement à reconnaître une partie de la situation qui se passe aujourd'hui en Birmanie, et à côté, voir par exemple des gouvernements comme la France qui mettent totalement cette affaire sous un silence qui est insupportable. Donc voilà, pourquoi cette incohérence et comment justement nous, simples citoyens, on peut essayer de se faire changer la donne, quand bien même on sait très bien, enfin je suis de ces gens qui sont pessimistes, que voilà, notre union, est-ce qu'il suffira à notre échelle si on peut changer des choses et comment? Sur la question que vous avez posée sur les contradictions, elles sont pas nouvelles. C'est-à-dire que ça va dans un sens comme dans l'autre. Les Nations Unies ont eu près de 70 résolutions sur la question palestinienne et les États ne font rien alors qu'Israël n'en applique aucune. Aujourd'hui, vous avez une reconnaissance sur la scène internationale du peuple qui subit la plus grande discrimination et qui est le plus maltraité juridiquement comme humainement au monde. Et après, les gouvernements ne font pas à partir du moment où les enjeux sont importants. La Birmanie, qui a été pendant longtemps un pays fermé, est un pays qui est en train de s'ouvrir et il y a beaucoup d'enjeux géostratégiques parce que vous avez pu remarquer qu'il est très central ce pays par rapport à beaucoup de pays, c'est-à-dire que ce soit la Chine et l'Inde déjà, mais aussi le Bangladesh, mais aussi l'Asie du Sud-Est, c'est un pays central et ça va être un marché important. Il faut vous rendre compte aujourd'hui que dans le capitalisme global, on est à la recherche de marché. Si vous voyez aujourd'hui ce qui se passe au Moyen-Orient et que vous ne l'analysez pas en termes économiques, vous faites une énorme erreur. Tout le développement de la démocratisation au Moyen-Orient a des considérations économiques majeures, avec des enjeux, la Chine, la Russie et l'Inde qui interviennent. C'est la même chose dans la région. Et donc, en fait, vous n'avez de valeur, votre sang n'a de valeur que par la portée économique et géostratégique du pays où vous êtes. Donc, on s'aperçoit aujourd'hui que beaucoup d'enjeux font que la communauté internationale a envie de voir la Birmanie entrer dans la communauté, normaliser ses relations avec la communauté internationale. Et ce qui gêne aujourd'hui, ce sont cette politique-là est une politique gênante parce qu'elle est une politique de discrimination, de déni de droit. Et donc, ne pas en parler, ne pas traiter cette affaire, ne pas la traiter prioritairement, eh bien, ça permet de ce point de vue-là de traiter avec les dirigeants et d'espérer une normalisation. C'est un peu ce qu'on sent aussi quand il s'agit de traiter avec l'État d'Israël. C'est-à-dire que ce qui se fait vis-à-vis le sang des Palestiniens est en termes de valeur totalement marginal eu égard aux intérêts économiques qu'il y a dans l'autre camp, si j'ose dire. Et donc c'est la même chose. On est aujourd'hui non pas en face de contradiction, on est dans la perpétuation de politiques cyniques. Alors, tu dis que tu es pessimiste par rapport à cela. Enfin, ce qu'il faut, c'est de ne pas être naïf. Il faut rester optimiste sans être naïf. J'ai fait une intervention hier auprès d'une association française dont les membres sont essentiellement turcs et j'ai énormément insisté sur le fait, vous savez, quand on a une conscience humaine, quand on a la foi, quand on a la spiritualité d'un côté ou quand on a simplement la conscience humaine, une valeur humaine, il faut toujours regarder le monde comme un verre à moitié plein, pas à moitié vide. Et qu'à partir de ce moment-là, il faut avoir l'optimisme des courageux et des déterminés. On ne se laissera pas faire, il faudra se battre. Nous ne sommes pas tenus par les résultats. Notre dignité ne tient pas au fait de réussir, notre dignité tient au fait de résister. Et chercher la meilleure façon de résister. Après, on réussit pas. Allah et Dieu seul le sait, et nous on essaie de faire de notre mieux. En tant qu'être humain, ceux qui ont fait l'histoire,
avec ou sans Dieu d'ailleurs, des gens qui ne croyaient pas en Dieu mais qui ont été courageux et qui ont dit je ne laisserai pas faire. Et la même chose quand on a la foi, je ne laisserai pas faire. Dieu il demande cette conscience de la justice. Et les hommes demandent la conscience de la dignité. Et ça, là-dessus, nous voyons que toutes ces philosophies, toutes ces religions-là se rejoignent. Et que c'est ça que nous devons faire. C'est-à-dire qu'à partir d'un certain moment, quand tout le monde se tait, il faut parler. Quand tout le monde ignore, il faut connaître. Quand on parle d'autre chose, il faut parler de ça. Et il faut continuer ce combat-là. Le premier, c'est un combat de l'information. Parce qu'on nie la dignité d'un peuple en n'en parlant pas, donc il faut en parler. Et il faut témoigner. Ensuite, il faut trouver les meilleurs moyens de le faire. On sait qu'il y a des voies par lesquelles le soutien financier va faire qu'on va soutenir et que l'argent va peut-être ne va pas arriver à bon port. Donc on trouve les meilleurs moyens. Puis ensuite, on parle à son pouvoir. On parle à son pouvoir, on parle à ses autorités politiques. On leur dit, mais pourquoi vous ne faites rien? Pourquoi vous ne dites rien? Donc on met le sujet à l'ordre du jour, de façon interne comme de façon externe. Je veux dire que dans votre politique interne, il faut mettre comme sujet à l'ordre du jour la question de la politique des cités, même s'il n'y a pas de mort dans les cités. On ne parle pas des cités que quand on brûle. On parle des cités quand la dignité humaine n'est pas respectée. Et de la même façon, on parle de la Birmanie, non pas quand il y a des manifestations et des exécutions, on parle de la Birmanie, des Rohingyas dans le sens de ce qu'il leur est fait aujourd'hui, de cette extermination, de ce travail à long terme. La même chose sur les Palestiniens. Et c'est là où on lutte contre le cynisme. Parce qu'à force de se dire on ne peut rien faire, je lisais une formule je crois que c'est Voltaire qui disait ça. Il disait, vous savez, quand il y a une avalanche, aucun des flocons de neige ne se sent responsable. Ah, c'est pas moi. Moi, je suis qu'un flocon. L'avalanche, c'est le reste, c'est les autres. Eh bien, nous, on fait le contraire. C'est-à-dire qu'à partir d'un certain moment, on voit que ça tombe dessus, puis on se dit, c'est pas, je peux rien faire. La conscience de je ne peux rien faire ou la conscience de ce qu'on ne peut rien faire, je crois qu'on ne fera jamais rien. Je veux dire, la plus grande victoire de ceux qui ont le pouvoir, c'est de laisser croire à ceux qui lui résistent, qui sont sans pouvoir. Vous m'avez suivi? Oui, donc à partir d'un certain moment, on a le pouvoir de la parole, on a le pouvoir de l'information, on n'est pas tenu au résultat, on est tenu à la résistance. Et donc c'est ce qu'il faut faire. Après, il faut être intelligent, trouver le meilleur moyen de pouvoir le faire en restant debout. Et je me permets de répondre à notre ami et notre sœur qui disait que j'étais seul contre tous et puis depuis tant d'années, c'est pas tout à fait vrai. C'est pas tout à fait vrai. Je vais vous dire une chose. Depuis des années, après, il y a la lutte médiatique, il y a tout ceci, mais c'est pas vrai du tout. Je reçois de femmes et d'hommes quotidiennement, la reconnaissance du fait que ce combat, c'est le nôtre. Alors, on peut paraître seul médiatiquement, mais spirituellement, humainement, loin de là. Donc, il y a des millions de femmes et d'hommes qui entendent tout à fait ceci. Donc, faites attention à l'illusion d'optique médiatique. Je veux dire, la France, c'est pas le petit salon parisien qui passe à la télévision. Oui, et les communautés musulmanes, c'est pas ceux qui se vendent, c'est pas les quelques personnes qui se vendent à la télévision pour pouvoir avoir les honneurs. Ceux-là, ils font leur vie, on les laisse aller. Nous, ce qu'il faut qu'on reste cohérent avec nos principes à la base, et ça tient à votre engagement aussi, ça tient au fait que ce travail-là, il faut le mener, et que ce courage-là, c'est pas le courage d'une personne, non, c'est le courage de femmes et d'hommes d'ailleurs, qui sont dans la communauté musulmane comme à l'extérieur. Je vais vous dire une chose, j'ai rencontré beaucoup de musulmans lâches, et beaucoup de femmes et d'hommes qui ne sont pas musulmans, beaucoup plus courageux que les musulmans. Donc à partir d'un certain moment, on mesure la personne à la sincérité de son cœur et à la dignité de son engagement. Après, bien entendu, quand on parle ici et quand on entend les témoignages, aujourd'hui, quand on voit ce que l'on fait à certains musulmans et que les musulmans se taisent, eh ben, honte à eux de ne pas savoir dénoncer ce qui se fait en termes de discrimination religieuse. Celui qui n'est pas préoccupé de ce qui se passe pour les musulmans à travers le monde, c'est comme s'il n'était pas, partie de cette communauté spirituelle et de communauté religieuse. Et là, on a malheureusement, effectivement, beaucoup de gens qui sont un peu lâches, qui sont paresseux,
qui sont ignorants. Vous savez, aujourd'hui, l'ignorance est une faute. L'ignorance est une faute, parce que l'ignorance, c'est de la paresse. Quelqu'un qui ne sait pas, c'est quelqu'un de paresseux intellectuellement aujourd'hui, dans toutes les sources d'informations qu'on peut avoir. Donc il faut se réveiller, il faut faire ce travail-là avec ceux qui, au-delà de notre communauté strictement religieuse, sont des femmes et des hommes qui donnent énormément de temps. Vous avez fait la citation d'un certain nombre d'organisations qui se battent. Il faut tirer profit de tout ce que ces organisations font, parce qu'elles nous donnent énormément d'informations et nous permettent d'être au courant de ce qui se passe et puis de nous engager comme il se doit. Encore une fois, pour ce qui se passe en Birmanie, mais pas seulement. Il faut qu'on ait une conscience internationale de justice. Voilà, Salam alaikum. Ma question elle est simple et bête à la fois. Donc, je voudrais savoir d'un point de vue logistique comment vous allez apporter cette aide. Et deuxième question, est-ce qu'il n'y a pas une stratégie de sortie de crise plutôt que de l'aide humanitaire? On sait que dans l'histoire de l'islam, l'hijra, elle était de mise. Aujourd'hui, on rejette l'idée d'une population minoritaire quitte un pays, alors que peut-être c'est une issue de secours. Pourquoi on n'envisage pas? Attention, vous savez, il y a la question de la solution politique. Alors, il y en a même qui ont dit ceci. Moi, j'ai rencontré des gens quand j'étais en Inde qui disaient que la solution des musulmans dans la région, c'est qu'ils quittent le pays et puis pourquoi ils ne vont pas au Bangladesh? Mais non, je veux dire, c'est leur pays. Je veux dire, on ne répond pas par une injustice en acceptant les termes d'une discrimination et d'un déplacement de population. Ce sont des Birmans, c'est leur pays. Et cette politique raciste et cette politique, elle s'arrêtera que quand on aura épuré, quand on aura exterminé. Ça ne peut pas être. Il faut répondre face à l'extermination à des principes de justice, à des principes d'appartenance. Parce que ça ne s'arrête pas là. Ça, c'est que le début d'une politique où, si ça marche là, eh ben, on va continuer à stigmatiser. Et puis, on fait des pays à connotation. Je veux dire, c'est comme quand on dit aux Palestiniens, mais au fond, vous seriez mieux en Jordanie. Hein? Ben, vous êtes Jordaniens d'ailleurs. Même quand les Israéliens sont venus, il y avait un pays sans peuple. Donc, que le peuple aille en Jordanie. Vous êtes plutôt Jordaniens, en fait. Ben non. Non, la Palestine, c'est la Palestine, et la colonisation israélienne ne doit pas être justifiée historiquement à cause du pouvoir spécifique d'aujourd'hui. Le pouvoir d'aujourd'hui des dictateurs et le pouvoir des oppresseurs ne doit jamais faire oublier le droit des opprimés, les droits des peuples à reconnaître leur citoyenneté. Alors ça, c'est un principe. Après, il faut des politiques de sortie de crise qui ne soient pas des politiques de démission. C'est vrai que le Bangladesh, c'est vrai que l'Inde, c'est vrai que la Chine, c'est vrai que les pays alentours devraient avoir autre chose que simplement une pression contre la dictature militaire, mais une vraie pression sur la reconnaissance des droits des citoyens. Aujourd'hui, ce n'est pas ce que l'on a, et vous ne verrez pas la Chine s'engager là-dessus parce qu'ils ont leurs propres problèmes avec leur propre population, mais il faudrait que de là où nous sommes nous continuions à faire ce travail d'information et que nous continuions à demander aussi aux États qui ont un certain poids sur la question de pouvoir intervenir. Et c'est aussi très important de se rendre compte que c'est en analysant cette situation-là qu'on cessera nous aussi d'idéaliser la nouvelle participation de la Chine et de la Russie et de l'Inde à la politique. On se dit, ah ben les Américains sont moins là, les Américains sont en train de tomber, et maintenant c'est en train de se déplacer vers l'Est, puis il y a la Chine, et puis il y a l'Inde, il y a de formidables perspectives dans le caractère multipolaire du monde. Mais la Chine, c'est pas l'idéal. Le capitaliste asiatique, c'est un capitalisme extrêmement dangereux, c'est un capitalisme qui ne reconnaît pas la dignité de l'humain, c'est un capitalisme oppresseur aussi sur le plan économique. Et donc il faut aussi être très critique par rapport à ça, mais s'il vous plaît, pas de sortie de crise qui ne reconnaissent pas la dignité et le droit des opprimés, parce qu'alors finalement ce serait donner une carte blanche à tous les oppresseurs de la terre. Voilà.